Moi, je voudrais maintenant un peu aller sur un autre volet qui est la refonte des filières, des différentes filières. J'aimerais bien vous donner, monsieur le ministre, une petite tribune pour pouvoir nous l'expliquer. Et dans quel contexte, donc avec la contribution de l'écosystème, comment ça va se faire? Oui. Alors, d'abord, lorsqu'on a commencé à discuter de cette réforme, même si le terme réforme commence à me gêner, parce que je trouve qu'on est dans un monde universitaire, qu'on est dans un monde qui bouge à une vitesse incroyable et qu'on est en train de parler de réforme et on s'étripe à parler de réforme. Mais une fois qu'on la réalise, c'est trop tard. Donc, maintenant, il faut plutôt parler je dirais, de changements réguliers qu'il faut adapter absolument. Et donc, ce qu'on a dit, on a dit que notre vraie difficulté aujourd'hui dans notre pays, c'est les établissements à accès ouvert. Nous avons 85% de nos étudiants. On a aujourd'hui à la rentrée, là maintenant où je vous parle, on a 1 300 000 étudiants, dont 85% sont dans les établissements à accès ouvert. Et 15% sont dans les établissements à accès régulé. Politiquement, et je vous le dis sincèrement parce que c'est une discussion et je remercie toutes les forces vives qui nous ont entourés. Le plus simple, ça aurait été de dire on veut augmenter ce capital humain, on a 15%, donc on le double d'ici 2026. Et puis on met tous les moyens, on met les postes budgétaires, on met les moyens financiers, on équipe, on fait tout ce qu'il faut, parce que nous avons des écoles d'ingénieurs, nous avons des facultés de médecine, nous avons des ENCG, des EST, des FST, et on met le paquet là-dessus. Mais en fait, on aura raté le vrai capital humain, que Sa Majesté le Dieu l'assiste insiste beaucoup sur la jeunesse, insiste beaucoup sur le capital humain, et il faut qu'on règle ces 85%. Il faut que ces 85% dans lesquels il y a un taux d'échec qui est énorme, qui dépasse les 50%. Il faut qu'on s'en occupe une fois pour toutes. Depuis 30 ans, on n'a pas revu ni l'architecture pédagogique, ni le contenu pédagogique. Le contenu, vous allez voir, vous faites de la sociologie, vous faites de l'histoire géo, vous faites de la psychologie, etc. Ce sont des contenus qui sont très anciens et que finalement, aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on arrive à réviser tout ça. Donc il y a l'architecture pédagogique pour introduire les langues, pour introduire des compétences transversales, pour que le para-universitaire devienne une activité rémunérée pour les jeunes, enfin rémunérée, qui est plutôt évaluée, pour qu'elles puissent compter dans leur parcours personnel, soit avec un supplément de diplôme, soit avec des crédits qu'il peut éventuellement utiliser si jamais il en a besoin à la fin de sa licence. Et donc on a dit, on va s'asseoir et on va mettre des pages blanches et on va exécuter ce que nous avons discuté dans les assises régionales. Nous avons fait 12 assises régionales et on a fait la 13e avec les Marocains du monde. Et on a dit, on a discuté. On a vu le monde socio-économique, on a vu les associations, on a vu les collectivités locales, territoriales, on a vu tout le monde. Et on est sorti avec des outputs. Chaque université, on a les outputs. Qu'est-ce qu'on a sorti de ces réunions? Et on a dit, maintenant, on va mettre des pages blanches sur toutes les licences à l'échelle du Maroc, de tous les établissements publics, et on va réviser tout ça. S'il y a certaines qui doivent disparaître, elles doivent disparaître. S'il y a certaines qui doivent être rénovées, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que dans tout changement, vous allez avoir des frictions, parce que quelqu'un qui fait quelque chose depuis 20 ans, vous arrivez, vous lui dire, non, ce que vous faites n'est pas bon, il a du mal à l'accepter. Donc, mais on a rénové, et on a demandé à tous les réseaux de doyens, on a demandé à tous les présidents de piloter tout ça avec les responsables de départements, avec tous les responsables. Et franchement, il y a eu une intelligence collective que personne ne soupçonnait, parce que tout le monde disait, non, ce que propose le ministre, les gens ne vont pas suivre, etc. Parce que vous allez toujours... Évidemment, il y a de la résistance. De la résistance, nous sommes 16 000 enseignants-chercheurs, plus les administratifs, plus les étudiants. C'est un écosystème qui est compliqué à faire bouger. Mais vraiment, je tiens d'abord à féliciter les présidents d'université, les doyens, mais remercier vraiment les enseignants-chercheurs et tout le corps administratif et technique, parce que nous avons compris que c'est le moment où il y a besoin de faire des changements radicaux qui nous permettent vraiment de mettre notre pays face à
à ces défis, de pouvoir au moins imaginer. Donc on a fait ce travail-là, qui maintenant est entré en application cette année. On est dans le déploiement et je croise les doigts. En tout cas, les visites que j'ai faites jusqu'à présent, les inscriptions se passent très bien. Les jeunes et les parents sont très contents parce que pour une fois, on met les langues, on aide les compétences transversales, parce qu'il ne faut pas croire que les jeunes et leurs familles, ils comprennent ce que c'est, parce qu'ils voient ce qui se passe éventuellement dans les universités privées, ils voient éventuellement ce qui se passe dans les ENSA, dans les ENCG, etc. Ils ont besoin aussi d'avoir d'avoir aussi ces formations qui leur permettent d'avoir de l'espoir dans leur vie, de pouvoir s'intégrer. Mais ce qu'on a fait aussi de plus, c'est qu'à chaque fois, les jeunes, ils viennent à la fac. Bien évidemment, je ne peux pas généraliser à 100%, mais il y a quelques jeunes qui choisissent la fac exprès, qui ne veulent pas faire ni ENCG, ni école d'ingénieur, ils veulent faire du droit, ils veulent faire de la philosophie, etc. Il y a des jeunes qui veulent la fac pour la fac. C'est un choix personnel. Ils sont très très peu nombreux. Mais la grande majorité, il vient à la fac parce qu'il n'a pas été accepté à la fac de médecine, etc., etc. Donc vous connaissez la situation. Bien sûr. Et bien évidemment, déjà, il est dans une situation psychologique qui n'est pas très satisfaisante, évidemment, parce qu'il est frustré, avec 0,5 points, 1 point n'a pas été accepté de l'autre côté. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le Ministre. En parlant justement du même sujet, vous ne pensez pas qu'on pourrait justement être avec ce système élitiste et donner la chance à tout le monde dans les établissements à accès réglementé? Alors j'y viens. Donc on a dit ces jeunes-là, il faut pas qu'ils soient frustrés, il faut qu'ils comprennent que non. Et c'est comme les diesels en général, je dis le diesel il chauffe avec le temps, comme peut-être beaucoup d'entre nous. En tout cas, j'en fais partie. Il y a des fois des jeunes à 17 ans, il est encore adolescent, et donc le bac il n'a pas mention très bien. Et puis peut-être il passe le concours et puis il n'est pas dans de bonnes conditions, il rate. Exactement. Et donc et nous, il ne faut pas que la société puisse le condamner, parce qu'un jeune qui échoue, c'est pas que pour lui et sa famille, c'est pour toute la nation. Exactement. Et donc il faut que la société, il faut qu'on arrive à profiter de ce capital humain. Il ne faut pas qu'on rate des jeunes. Donc ce qu'on a dit, maintenant, dans les établissements à accès ouvert, il faut qu'on crée de l'émulation. Il faut qu'on leur redonne leur lettre de noblesse. Et on a créé ce qu'on appelle les centres d'excellence. Dans ces centres d'excellence, vous allez trouver des business schools, vous allez trouver des établissements de commerce international, vous allez trouver des établissements de journalisme, etc. Et à l'intérieur de ces facultés, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le plus simple, ça aurait été de doubler les effectifs dans les établissements à accès régulé, mais j'aurais pas réglé le problème du capital humain marocain. Donc on a choisi plutôt de rebâtir les facs pour qu'elles deviennent au cœur du développement universitaire. Ma croyance personnelle, c'est que les facultés représentent l'université. Tous les pays, regardez les universités, les grandes universités internationales, c'est l'université au sens de la faculté. Mais qu'il faut lui donner aussi le moyen de pouvoir agir et de pouvoir aussi faire une régulation, de dire voilà, qu'il y a des jeunes qui sont bons après Bac+2, ils vont pouvoir rentrer dans ces centres d'excellence. Ils vont faire 3 ans. Ils vont pas faire juste un an et après ils vont repostuler pour faire un master. Non, ils sont sélectionnés à Bac+2 et c'est une sélection plus importante que dans les ENSA, que dans les autres. Et bien évidemment, ils vont faire un programme pédagogique sur 3 années. Les équipes pédagogiques, ils ont mis en place des formations. Par exemple, je prends l'exemple de la Business School d'Agdel, de Rabat Agdel, ou bien une Business School de Casa. Bien évidemment, elle va sélectionner avec Bac+2, mais il faut voir le nombre d'étudiants qu'ils ont candidaté. La Business School d'Agdel, 8000 candidats pour 400 places. Aujourd'hui, on a à l'échelle nationale 66 centres d'excellence à l'intérieur des facultés, à accès ouvert, et on a 18 000 places pour 66 000 candidatures. Vous pouvez le vérifier, dans toutes les facultés, il y a un engouement sur ça. Ce qui permet de dire que finalement, j'ai eu un bac moyen, je suis rentré à la fac, et c'est pas terminé pour moi. Oui, donc, je vais de nouveau rentrer dans les centres d'excellence, et je vais peut-être aussi rentrer avec les passerelles dans le NCG, dans l'ENSA. Donc, on va accentuer. Cette année, on s'est occupé que de l'accès ouvert, on s'est occupé que de la licence, dans le public, et à partir de novembre, on va commencer le travail pour préparer la rentrée prochaine
pour tout ce qui est master, pour tout ce qui est école d'ingénieur, pour tout ce qui est ENCG, EST, tout ce qui est régulé. Pour de nouveau aussi le mettre au goût du jour, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. On va mettre également plus de pareils universitaires, on va mettre les crédits ECTS, on va faire ce on est en train de faire dans les licences, de telle sorte de se rapprocher plus de ce standard international de l'université internationale. Donc on passe au troisième axe, stratégie et gouvernance. On parle évidemment du plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur. La première question pour Sana Raqi à ce sujet. Oui, justement, il a été lancé avec cette rentrée universitaire. Quels sont ses objectifs et comment sera-t-il financé? Alors d'abord c'est un projet du gouvernement. Comme vous l'avez vu, le chef du gouvernement l'a présenté au niveau du Parlement et que nous avons eu le temps pour le co-construire, malgré, bien évidemment, toutes les étapes précédentes, comme je l'avais évoqué, le Conseil supérieur, la Commission spéciale du nouveau modèle. Donc nous avons continué quand même à élargir pour que tout le monde puisse s'en imprégner. Et donc, il est global. Il ne s'occupe pas que de l'architecture pédagogique, de l'accès ouvert ou de l'accès régulé. Il est global sur le plan de la recherche scientifique, sur le plan de la gouvernance. Vous avez vu que nous avons changé pas mal de décrets pour que justement cette opérationnalisation première qui est au niveau des licences qui est déjà introduite, dans lesquelles nous avons introduit des choses qui peuvent être surprenantes pour l'opinion publique. Nous n'avions pas la possibilité de faire de l'hybridation d'informations. Par exemple, nous n'avions pas la possibilité sur le plan légal de faire des enseignements à distance. Par exemple, nous l'avons fait pendant le Covid, mais nous l'avons aujourd'hui, le décret bien établi sur le plan juridique. Nous avons par exemple introduit pour la première fois de l'histoire de l'université marocaine la mobilité nationale des étudiants. Ça veut dire qu'on veut offrir la possibilité à un jeune, comme les jeunes qui font de la mobilité internationale, Erasmus, etc., qu'une Marocaine ou un Marocain peut aussi décider de faire un semestre à Dakhla, alors qu'il est étudiant à Qalat Sararna ou qu'il est étudiant à Bni Mellal. Donc cette mobilité d'un semestre créera cette dynamique d'abord d'ouverture personnelle et puis aussi de connaître son pays. Il y a également toute l'organisation de la recherche. Aujourd'hui, nous avons une recherche avec des enseignants-chercheurs d'excellente qualité, je pèse mes mots, nous avons vraiment des vedettes sur le plan scientifique, sauf qu'on n'est pas organisé. Je prends la question de l'eau. Vous avez deux grands chercheurs à Oujda, 3 à Tanger, 4 à Marrakech, à Agadir, etc. Et que nous n'avons pas une dimension nationale et qui permet un peu de regrouper tout ce monde. Donc nous allons créer des instituts nationaux sur les grandes thématiques prioritaires du pays. Donc nous allons commencer par l'eau, qui va aboutir là tout de suite avant la fin de l'année. Nous allons mettre en place l'Institut sur l'intelligence artificielle et les data science. Nous allons mettre l'Institut sur les biotechnologies aussi. Et puis nous allons également mettre l'Institut sur lesquels déjà les réunions ont commencé, sur tout ce qui est géophysique, géologie et risques naturels. Donc l'idée est d'organiser la recherche, de redonner les moyens à la recherche pour qu'elle puisse fonctionner. On l'accompagne également, pour la première fois, encore une fois, de l'histoire de l'université marocaine, et c'est ce gouvernement qui l'a fait. L'avantage de notre gouvernement, c'est comme le dit Arnouch, c'est que nous avons commencé par un projet au début du mandat. Nous n'avons pas attendu la fin du mandat pour dire voilà ce qu'on va faire. On le fait. Donc l'opinion publique, et je pense tout le monde, va pouvoir nous juger au bout de la fin du mandat, parce que nous avons commencé à déployer maintenant. Et bien évidemment, les 1000 doctorants de nouvelle génération qui seront payés 7000 dirhams net, moyennant 4 heures d'enseignement devant les étudiants ou d'encadrement devant les étudiants pour qu'ils puissent aussi s'aguerrir et prendre de l'expérience. 1000 doctorants par année pour qu'on puisse retrouver ce tissu. Ces 1000 doctorants doivent passer au moins 1 an dans un pays étranger, en co-tutelle, en co-encadrement, pour de nouveau profiter de cet élan pour que le doctorant puisse être un doctorant bien imprégné de ce qui se passe sur le plan international. Vous connaissez l'université. L'université a le grand U et cette universalité qu'il faut absolument que nos jeunes... Le système universitaire marocain a beaucoup réussi parce qu'il y avait une génération qui a fait ses études, ont parti à l'étranger, en tout cas bien connectée,
et que finalement, elle a fait le bonheur de ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, les 1000 doctorants, ils vont pouvoir alimenter toutes les thématiques que j'ai citées, mais toutes les thématiques, et aussi les sciences humaines et sociales. Nous avons un déficit aujourd'hui en termes de compétences scientifiques dans les domaines des sciences humaines et sociales. Bien évidemment, nous avons quelques personnalités de très haut niveau, mais compte tenu des contraintes, compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui, de tous les défis que nous sommes en train de vivre, les sciences humaines et sociales sont en quelque sorte un peu l'appui intellectuel d'un pays. Que, bien évidemment, vous pouvez vous libérer sur le plan des territoires, ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas vos propres intellectuels, parce que personne ne réfléchira à votre place. Oui. Et si on veut justement sauvegarder cette identité marocaine, il faut absolument qu'on arrive à avoir des intellectuels qui réfléchissent, mais qui intègrent ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans cette réforme, c'est qu'on n'essaie pas de copier-coller ce que les autres ont fait, il faut les adapter en fonction de nos moyens et en fonction de ce que nous sommes. Et donc, bien évidemment, tout ça sera de nouveau couronné avec la révision de toute la loi 0100 qui régit l'enseignement supérieur. Et bien évidemment, cette mouture sera partagée pour être martyrisée, pour être discutée aussi à l'échelle nationale. Donc on attend que cette rentrée se termine pour qu'on puisse de nouveau la lancer. Donc 2024, la loi 0100, elle va être révisée pour tenir compte de toute la gouvernance de l'université marocaine. Parce que pareil, on ne l'a pas touché depuis le début des années 2000. Nous avons révisé le statut des enseignants-chercheurs pour tenir compte, bien évidemment, de beaucoup d'éléments qui ont changé, pour aussi valoriser. Et moi, je ne donne pas, beaucoup d'intérêt à la chose pécuniaire. Je considère que c'est plutôt pour augmenter l'attractivité du métier d'enseignant-chercheur. Donc, c'est pas une augmentation, salariale vue de manière un peu simpliste, mais plutôt comment attirer les meilleurs à faire un doctorat et ensuite devenir enseignant-chercheur. Et par conséquent, on aura de bons étudiants qui vont devenir aussi eux-mêmes des enseignants dans le primaire, dans le secondaire, etc. C'est de créer cette dynamique et ce cercle vertueux. Il faut qu'on arrive à attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs cadres que nous avons, des écoles d'ingénieurs, des différentes écoles pour poursuivre en doctorat. Donc pour une fois, et puis on a révisé également le cahier des normes pédagogiques de tout ce qui est doctorat, qui sera aussi avec des crédits et qui sera aussi avec les langues obligatoires, avec les formations sur le coaching, parce que quand on met un professeur dans un amphithéâtre, il faut qu'il ait été formé également sur cet aspect de coaching, cet aspect d'encadrement des jeunes. Donc le doctorat, ça ne sera pas simplement un doctorat dans lequel je fais une recherche dans un domaine, il est accompagné par une dynamique d'ouverture intellectuelle, et aussi dans cet esprit de capacitation. Il faut que nos jeunes soient ouverts sur le plan intellectuel, parce que c'est la clé de réussite. Donc, le Pacte ESRI est un projet global qui veut transformer de manière douce le système universitaire et le mettre au niveau de ce qui est en train de se passer sur le plan international.